Merci beaucoup, Jessica. Est-ce que tu as une idée quand tu parlais? Merci beaucoup, Jessica, pour cette présentation. Je pense que vraiment, nous, ce qu'on retient de Visualisation Montréal, en effet, c'est le fait qu'un jour ou l'autre, il y a un parti qui va comprendre avant les autres que la visualisation, c'est très convaincant et qui va s'en servir pour la persuasion politique. De la même façon dont c'était dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, où ils utilisent beaucoup les graphiques et on le voit au Congrès en particulier. Mais ce qui s'est passé, comme elle a dit cette année, c'est plutôt nos médias qui ont step up to the plate. And speaking of stepping up to the plate, on a Florent Baudin, directeur de l'information au Devoir, qui va maintenant nous présenter ce qu'ils ont fait. Merci Francis, merci à tous d'être là. Donc on a quelques visualisations à vous présenter ce soir. Ce n'est pas moi qui les présenterai, mais beaucoup plus ceux qui les ont faites. Moi je voulais juste vous dire un petit mot en fait sur qu'est-ce que le Devoir et où on en est. Vous le connaissez probablement, on a été créé en 1910 et notre devise c'était ce que doit, mais on est en pleine réinvention en fait parce que le numérique prend une place de plus en plus importante pour nous. On est en fait on a plus par exemple d'abonnés numériques la semaine que d'abonnés papier. Et donc, on voulait vraiment couvrir les élections d'une façon qui soit innovante. Et aussi, c'est intéressant parce qu'au final, ça a eu des répercussions dans le papier. Par exemple, il y a eu beaucoup plus d'infographie. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas cliquer sur un journal, mais on a amené pas mal une approche de visualisation de données, tant sur le numérique que sur le papier, et aussi toute une réflexion sur comment ça peut voyager ailleurs que dans un graphique. Donc, dans de la vidéo, dans des courriels, etc. Donc d'aller un petit peu plus loin que seulement donner des données aux gens, puis laisser aux gens le soin d'explorer tout ça, mais beaucoup plus de dire comment on peut faire un récit journalistique avec tout ça, comment on peut le mettre en forme. Donc c'est vraiment la pensée qui a sous-tendu tous les projets qu'on voulait, c'était vraiment de faire un récit journalistique avec le journalisme de données, parce que sinon c'est juste des données qu'on visualise de base. Pour vous donner juste un bref aperçu de ce qu'on a fait pendant les élections, on a réalisé 80 projets numériques seulement, ou en tout cas 80 projets qu'on estime innovants. Ça peut être de la visualisation de données, mais ça peut être par exemple en termes de vidéo, on a eu toute une approche où par exemple on répondait aux questions des citoyens de façon quotidienne. Alors ça pouvait comporter de la visualisation de données. On a fait aussi le courrier électoral qui était vraiment qui était un accompagnement, un résumé en fait de l'actualité politique au quotidien et qui parfois avait des graphiques. Ce qui, pour l'anecdote, a été remarqué puisqu'à la fin de notre projet, quand on a envoyé le dernier courriel électoral, les gens nous répondaient en disant « Ah, c'était vraiment génial », ce qui est assez rare, les gens nous écrivent pour nous dire qu'on fait des choses bien. Mais quelques personnes notaient en passant, en disant notamment le graphisme nous a aidé parfois à comprendre certaines choses. Au-delà de beaucoup d'autres choses comme la qualité de l'écriture, etc. C'était quelque chose qui a été remarqué. Rapidement, je voulais juste aussi vous présenter l'équipe, et il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées de façon quotidienne et plus sporadique, mais tout ça pour vous dire que je pense aujourd'hui on est rendu pour faire du bon journalisme de données, le one-man band c'est un peu fini. En tout cas, moi j'y crois beaucoup moins, dans le sens je suis capable de faire une visualisation en D3, c'est le fun. La prochaine fois que je vais en faire une, je vais repartir de zéro, ça va être codé tout croche. Si vous allez dans le code source, vous allez halluciner, mais bon, vous n'y allez pas. Alors que quand on développe beaucoup plus une approche avec les développeurs, les designers, les journalistes, ça fait que c'est réutilisable, on peut le décliner, et c'est vraiment l'approche qu'on a prise en fait dans le laboratoire du Devoir, c'est de dire tout ce qu'on fait, il faut qu'on puisse capitaliser dessus la prochaine fois. Donc un projet, c'est une base, puis petit à petit on s'améliore, on monte, etc. Ce qui veut dire aussi qu'on se donne le droit de se casser la gueule, et ça je pense que c'est vital. Il y a des visualisations sur lesquelles on s'est un petit peu planté. Pour l'anecdote, on voulait faire une transcription en direct du débat des chefs. On était tout motivés. Et puis à 2h30 du matin, quand on s'est rendu compte qu'on était rendu au premier bloc sur 4, on est allé se coucher puis on a fait autrement le lendemain. Mais ça arrive, puis c'est normal en même temps. On a beaucoup appris de ça. Je crois beaucoup à cette approche en fait de se dire essayons des choses, essayons, puis on va se développer là-dedans en fait. C'est assez fondamental. Et au-delà de ça, je dirais, oui, on a une connaissance, on développe une expertise,
quelque chose auquel je crois beaucoup. Et vous allez voir que les trois personnes qui vont parler ce soir sont issues de cette veine-là. C'est la collaboration avec la recherche. On a beaucoup développé de collaboration avec Polytechnique Montréal, notamment pour être capable d'aller un petit peu plus loin que ce qui se fait déjà, ce que nous-mêmes on fait, pour se faire un petit peu challenger aussi. Et je pense que ça a donné des assez bons résultats. Je les trouve excellents, mais c'est à vous de voir. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, je vous laisse justement avec Thomas Urtu, qui est le professeur de Polytechnique Montréal, avec qui on a beaucoup collaboré. Donc, bonjour à tous. En effet, je suis la personne qui est tout en bas ici, du milieu académique. Je vais vous expliquer juste en quelques mots comment ça fonctionne. On est en collaboration depuis quelques années maintenant. Et en fait, il y a deux choses qui se cachent un petit peu derrière cette collaboration. La première chose, c'est un laboratoire que je dirige, donc, qui s'appelait jusqu'à très récemment Polydata, qui est un laboratoire de recherche en visualisation de données, qui est en train de s'élargir pour se transformer en quelque chose qui va s'afficher pour la data, pour journalisme de données, en intégrant la participation de Jean-Louis Ducam. Donc à travers ce laboratoire, j'ai des étudiants qui passent et on effectue des travaux aussi, souvent en collaboration donc avec le devoir. Il y a aussi un autre aspect à l'université, on fait de la recherche et évidemment on fait aussi beaucoup d'enseignement. Il y a un cours qui existe depuis 2 ans maintenant, qui se donne à tous les hivers, qui est un cours de visualisation de données, et plus précisément en fait un cours pour apprendre à faire du design et de l'implémentation de visualisation de données. Donc finalement mon rôle, à travers ce cours et ce laboratoire, c'est d'abord de mettre en relation les meilleurs étudiants avec le devoir, et ensuite c'est de les suivre aussi une fois qu'ils sont lâchés au devoir, pour les coacher puis les conseiller le temps des projets avec le devoir ce soir. Donc finalement mon rôle est plus au niveau de la conception initiale, et c'est un processus qu'on déroule, c'est un processus classique de design, de data viz. Je dirais que la chose la plus importante ici, sur laquelle j'insiste toujours avec mes étudiants, c'est qu'on part toujours d'une question. C'est la chose que je rappelle toujours à mes étudiants, je les tanne un peu avec ça. Et donc on a un jeu de données, mais le plus important finalement, c'est de savoir quelle est la question à laquelle on peut aider le lecteur à répondre à travers cette data viz, soit en la regardant, soit aussi en la manipulant. Et finalement, cette question revient sans arrêt au fil des itérations de design, pour ensuite, au fil des implémentations et d'une meilleure compréhension des requis, des objectifs, faire de propositions et d'amélioration en design. Et finalement, le nombre de cercles qu'on va faire sur cette spirale ici va dépendre du temps disponible, qui est une contrainte assez forte justement dans le milieu du journalisme. Et ça, je vais laisser Jean-Philippe en parler. Alors bonjour, moi c'est Jean-Philippe Cornet, vous avez vu avant. Dans le fond, l'actualité ça va vite. On va parler de notre sprint qu'on a fait de juillet au 5 octobre. En gros, ça contient plusieurs volets. On avait nos volets visualisation interactive, on avait aussi nos storytelling, nos narrations intelligentes, on avait nos cartographies, notre plateforme web et les projets de recherche qui sont plus liés ensemble. Aujourd'hui, on va vous présenter une sélection qu'on a faite au préalable. Premièrement, on va vous présenter le visualiseur de 10 indicateurs qu'on a réalisés. On va vous présenter le storytelling qui présente les résultats des élections. On va aussi vous présenter la carte qu'on a faite conjointement avec Anagraph. Et on va vous présenter la plateforme électorale et les promesses financières des partis. Dans le fond, on connaît un peu tous le processus de création d'une database. On la conçoit, on la crée, puis on l'applique. On connaît tout ce processus général. Particulièrement, de voir, tu la conçois, on a toujours cette orientation journalistique-là. C'est-à-dire, quand on se pose des questions, on va toujours essayer de voir la perspective journalistique et aussi en collaboration avec les journalistes. Par la suite, on considère aussi toujours que nos lecteurs n'ont pas la littératie visuelle que nous, on voit dans la salle en ce moment. On ne peut pas être trop complexe dans nos visualisations. On veut représenter les données de façon originale, mais de façon compréhensible aussi. Par exemple, ici, dans le background, vous pouvez voir, on a la visualisation des attaques qu'on a faites pour les dégâts, qui ont été dessinées sur le tableau de Thomas dans son bureau. Je crois qu'ils sont encore là d'ailleurs. Tu la crées. On essaie de toujours avoir un design centré sur l'utilisateur. On essaie toujours de l'avoir en tête. Et on essaie toujours d'avoir une pensée adaptative, c'est-à-dire on va prendre le mobile,
puis on va l'amener au desktop. 60% de nos utilisateurs sont sur le mobile, excusez-moi. Donc, on commence par le mobile et on s'en va vers le desktop. Une erreur qu'on a faite au début, qu'on a pu faire. Et finalement, on l'a publié. Ça paraît un peu simple, mais parfois ça peut être un petit peu challengeant. C'est-à-dire que nous autres, on imbrique constamment nos leçons dans nos articles, donc il faut toujours avoir en tête. C'est une application avec un iframe, des fois, c'est pas toujours évident de passer par ce iframe-là pour avoir vraiment la qualité totale de l'application. Et finalement, il faut toujours suivre le rythme de l'actualité qui est toujours effréné, et particulièrement pendant les élections. Peut-être 2 semaines, 3 jours pour faire une élection, pour être mieux. Bon, maintenant, on va vous présenter quelques exemples, ceux que j'ai mentionnés plus tôt. Ici, je vous présente les heures de 10 indicateurs. C'est encore si je vous mets en contexte. On avait notre projet formalité qui était le projet du détour. Le détour, c'est qu'on allait voir 10 circonscriptions du Québec qui se démarquaient statistiquement dans les indicateurs de démographie du DGEQ. Par exemple, ici, on a fait une sélection. On a par exemple la population anglophone, la population allophone, les immigrants, les voitures, la population qui a des voitures, et ainsi de suite. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est quand on a repris les données après les élections et qu'on les a mis dans le visualiseur, on a remarqué tout de suite des patterns très intéressants concernant la CAQ. Par exemple, on remarque que généralement, sont assez francophones, très peu allophones et anglophones. On remarque aussi qu'ils ont beaucoup de voitures. Les voitures sont ici, beaucoup de métiers et généralement très peu de chômage aussi. Donc, il y a des grands patterns qui émergent qui sont vraiment intéressants, qu'on ne voyait pas initialement avec les libéraux qui ont vraiment une population plus immigrante anglophone avec une partie francophone. Et qu'on remarque un peu que la partie anglophone et allophone est restée, mais la partie francophone, c'est dégagé. On peut aussi faire des recherches par code postal et le fait comme j'ai fait. On peut sélectionner directement et on peut cliquer un des points et comparer avec un deuxième point. Par exemple, on peut voir, par exemple, pour les temps de trajet, ici la fontaine qui est au maximum. Désolé, je perds mon point. On peut voir que, mettons, par une des circonstances qu'on a été voir, la fontaine, qui est ici, qui se démarque complètement statistiquement du reste. Et on peut faire ça ainsi de suite pour tous les indicateurs et voir. Si vous voulez voir d'ailleurs, les articles du dépôt sont toujours sur notre site web. Par la suite, le storytelling des résultats de l'élection. On débutait sur notre fameuse petite carte des circonscriptions en petit carré. Montréal-Québec. Nous autres, on s'est plutôt concentré autour du Saint-Laurent. C'est un indice particulier, on a énormément travaillé. Je pense que ça a pris pas mal de temps d'arriver à une carte qu'on trouvait assez bien. On présentait ici les résultats d'élection, on voit facilement que la claque va beaucoup sur les rues. Et autour de Québec, on remarque aussi des libéraux plus sur Montréal. Entre autres, si vous suivez sur Instagram, il y a une story qui expliquait complètement le processus qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celle-ci? Entre autres, les carrés étaient vraiment intéressants pour reprendre l'idée de l'Assemblée nationale. On finissait aussi sur le concept de pyramide de marge de victoire. En gros, si on commence par le bas de la pyramide, on voit les grandes marges de victoire des circonscriptions, de certaines circonscriptions. Et on peut aller jusqu'au haut de la pyramide où on a des circonscriptions qui ont été gagnées par le plus faible marge de victoire. Entre autres, ici, je pense qu'on peut. En gros, en haut de la pyramide, on peut voir une, par exemple, qui a été très serrée comme lutte. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de comparer les formes des pyramides où on voit l'assise libérale qui était très forte, avec des marges très courtes dans le haut. Et finalement, on avait aussi, et on voit que la CAQ, c'est le contraire, on a plutôt une uniformité dans la pyramide des marges de tour. Et finalement, je vous présente aussi la carte qu'on a faite en collaboration avec Anagraph. C'est une carte qui se concentre sur les résultats des bureaux de vote en 2014. On peut aller très précisément dans cette carte-ci. C'est complètement servi par un moteur de tuiles. Entre autres, ce qui était vraiment intéressant avec ce projet-là, c'est qu'avec tout le processus qu'on a développé sur ces données-là, on a pu reprendre ce processus-là quand on a reçu les résultats des bulletins de vote de 2018 et les remettre dans le code et améliorer le code sur 2018
pour le lendemain ou sur le lendemain que les noms étaient logés. La grappe était un peu serrée à ce moment-là, mais on l'a fait avec Carrefour qui était quand même sympathique. Maintenant, je vais passer la parole à Antoine, qui va vous présenter particulièrement ces projets, qui sont assez costauds. Bonjour tout le monde, je me présente Antoine Bélat. Je suis programmeur consultant pour le devoir, également étudiant à maîtrise de recherche en génie informatique, donc je suis étudiant de Tomulti que vous avez vu. Donc, un projet que j'ai fait à titre de consultant pour le devoir, c'était la plateforme vraiment pour l'affichage des résultats. Donc, vraiment, le point culminant des élections, c'est vraiment d'avoir accès aux résultats à la fin. Donc, pour faire ça, en fait, on voit ça depuis quelques années, là, vraiment la mode des plateformes électorales. Donc, on avait fait, nous, devoir un prototype vraiment en 2017 avec les élections municipales. Ça a plus ou moins bien fonctionné parce qu'on n'avait pas, malheureusement, les données qui sortaient aussi rapidement qu'on pensait de la part du ministère des Affaires municipales. Heureusement, pour les provinciales, c'est super bien passé. Donc, on avait vraiment les données en temps réel. Un plus par rapport, par exemple, si on voulait regarder la soirée électorale en direct sur un poste de division conventionnel, vraiment, le fait d'avoir une plateforme, c'est qu'on pouvait vraiment aller sélectionner les résultats qu'on voulait suivre en temps réel. Donc, on n'avait pas besoin d'attendre que le présentateur nous montre en notre circonscription. Un autre aspect vraiment important, c'était l'aspect de charge également. Donc, on parle d'une plateforme, en fait, c'est l'élément qui était le plus vu par rapport aux élections. Donc, il y a eu quand même relativement une bonne charge d'utilisateurs au même moment. Donc, c'est important que ce soit relativement robuste, tout ça. Donc, c'est quelque chose à penser. Enfin, il y a également l'aspect mobile qu'il fallait réfléchir. Donc, vraiment, comme mon collègue a dit un petit peu plus tôt, donc on avait dit 60% du trafic était mobile. Donc, il fallait que cette plateforme-là soit bien adaptative pour les appareils mobiles, pour que ça puisse fonctionner vraiment sur n'importe quelle plateforme. Enfin, comme vous pouvez voir à l'écran, vraiment, c'est des visualisations classiques, mais qui fonctionnent relativement très bien. Donc, c'était vraiment le but, c'était la personne qui arrive sur la plateforme, c'était vraiment qu'elle ait l'information directement devant elle tout de suite, qu'elle comprenne rapidement quels sont les résultats sans en chercher. Donc, je pense à ce point de vue-là, c'était bien réussi par rapport à ça. Donc, vraiment, un autre aspect qui était important, en fait, comme je me suis présenté, donc, consultant et également étudiant à la maîtrise. Donc, un autre aspect important du devoir, c'était également de collaborer à un projet de recherche que je mène actuellement. Donc, contrairement au projet que Jean-Philippe a présenté un petit peu plus tôt, c'est vraiment des projets plus à court terme. La différence, c'est que le projet de recherche, c'est vraiment un projet à long terme. Donc, on parle du début du projet vraiment au mois de février dernier. Donc, c'est vraiment sur plusieurs mois que ça s'est échelonné. Puis, le but, contrairement vraiment aux visualisations un petit peu plus classiques, tout ça, qu'on vous a présenté, le but, c'était vraiment d'amener une innovation ou une amélioration de quelque chose qui existe déjà. Puis, enfin, la différence, c'est qu'on va faire également une évaluation scientifique de tout ça. Donc, c'est un petit peu plus complexe à ce niveau-là. Donc, par rapport au projet de recherche, donc, c'est quoi mon projet de recherche? Moi, c'était vraiment visualiser des données budgétaires. Donc, on a vu tantôt qu'il y avait Nadeau-Dubois qui parlait de budget, qui parlait de seuil d'imposition, tout ça. Mais les données budgétaires, c'est quand même relativement complexe à visualiser. Puis, parfois, en fait, on demande beaucoup d'informations sur les représentations qui sont disponibles actuellement. Donc, moi, pendant mon projet de maîtrise, c'était vraiment de trouver une représentation qui était un petit peu plus efficace que ce qui se fait déjà, puis qui permettait vraiment de faciliter justement la compréhension qui sont liées aux enjeux de budget. Puis enfin, les données financières, les données budgétaires, c'est pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde. Donc, c'était vraiment d'amener ça, que ce soit intéressant pour monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'on se rappelle, en fait, les enjeux budgétaires, c'est vraiment au centre de la campagne. Donc, les cadres financiers, tout ça, c'est quelque chose hyper important à bien comprendre, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer les décisions de la politique. Donc, comment je me suis pris pour faire ça? Donc, comment on s'est pris? Initialement, c'est vraiment d'identifier les projets qui sont similaires au projet que je voulais faire. Donc, vraiment, les outils qui sont disponibles, que ce soit, peu importe, les outils sur le web, la littérature scientifique, etc. Donc, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'ils faisaient déjà, identifier vraiment les éléments qui sont problématiques, qui sont moins bons, puis les éléments qui sont très bons, qui sont bien faits. Donc, le but, c'était vraiment de faire une combinaison, en fait, vraiment d'identifier les aspects qui étaient intéressants, puis de conserver ces aspects-là pour l'outil que je voulais faire. Donc, une fois que les outils ont été identifiés, c'est important de faire du design, du prototypage. Donc, c'est un processus relativement à long terme qui s'est fait. Donc, on part d'une idée, on l'exploite un petit peu, on regarde est-ce que c'est possible de tout faire ce qu'on veut faire. Souvent, la réponse est oups, il y a un petit accrochage à un endroit, donc il faut vraiment travailler tout ça. Puis, prototyper, donc
faire des petits exemples de code, commencer à coder un petit peu rapidement. Après ça, y aller vraiment de manière itérative pour arriver à un produit final intéressant. Bien entendu, c'est beau faire de la recherche, tout ça, mais c'est le fun d'avoir aussi un contexte d'application. Donc, les données budgétaires, c'est intéressant, on avait déjà des idées, mais pour la campagne électorale, on s'est dit pourquoi pas visualiser les cadres financiers des partis. Donc, les cadres financiers des partis, c'est vraiment central dans la campagne, c'est vraiment là qu'on décidait les promesses électorales. Donc, pourquoi pas essayer de les vulgariser avec l'outil que j'ai fait pendant mon premier. Donc, ça m'amène en fait à vous présenter l'outil rapidement. Donc, comment on s'est pris pour visualiser les promesses électorales? Donc, initialement, on a fait une petite introduction là, juste pour introduire rapidement les concepts qui sont au centre d'un budget gouvernemental. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut comprendre. Comment on s'y est pris? On est allé vraiment avec un récit narratif. Là, donc, on avait un texte, on guidait vraiment l'utilisateur sur les éléments essentiels d'un budget à comprendre. Donc, je peux vous présenter rapidement. Donc, ici, on peut voir à l'écran, un aspect important, c'était l'aspect hiérarchique d'un budget. Donc, on arrivait avec une représentation qui permettait de représenter une hiérarchie efficacement, qui permettait vraiment de comparer les différents éléments d'un budget, que ce soit les revenus et les dépenses. Donc, là-dessus, ça fonctionnait assez bien. Puis après, une fois qu'on avait fait l'introduction, on pouvait vraiment explorer des promesses électorales. Donc, par exemple, Québec solidaire. Donc, on pouvait vraiment voir les montants qui s'ajoutaient, ou en fait les montants que eux voulaient ajouter dans un ministère ou dans un portefeuille particulier, puis les différentes modifications à ce niveau-là. Puis enfin, la dernière option du budget, donc moi le but c'était vraiment de présenter un outil qui soit interactif. Donc le but c'était vraiment d'être en mesure de pouvoir toucher au budget. Donc on avait l'option vraiment de modifier un budget. Donc, de l'explorer, de le manipuler, de le modifier, de comprendre un petit peu, c'était quoi les impacts que ça aurait pu faire sur le vrai budget du gouvernement. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, j'avais l'option de vraiment explorer une hiérarchie d'un budget. Je pouvais dire, moi, j'ajoute des éléments en économie, en environnement. Puis, ça me permettait d'avoir un feedback personnalisé par rapport à cet élément-là. Puis, on avait toujours notre indicateur de budget en bas pour nous dire, OK, est-ce que notre budget est balancé, est-ce que notre budget est en déficit? Donc, c'est vraiment un élément important par rapport au gouvernement. Puis enfin, il y a certains éléments comme les transferts fédéraux qui ne sont pas modifiables. Donc, c'est important aussi de le dire aux gens. Là. Souvent, on pense, pourquoi on ne peut pas juste couper là-dedans, mais il y a certaines dépenses qu'on ne peut pas couper. Donc, c'était vraiment pour indiquer aux gens, le budget du gouvernement, c'est peut-être pas aussi simple que vous pensez, puis c'est quelque chose qu'on a peut-être de la misère à visualiser. Donc, je pense à ce niveau-là, on devrait à quelque chose de pas trop mal. Donc, je laisse la parole à Jean-Philippe pour la fin. Donc, c'est beau, créer, mais un peu comme Florent disait, c'est important de vraiment pouvoir récupérer pas mal tout ce qu'on crée pour faire des visualisations, pour simplifier le travail, pour suivre l'actualité. Et un des projets qui était particulièrement intéressant, c'était notre bilan Couillard, qui permettait aux utilisateurs de remplir les données qui passent. Par exemple, si le chômage, ici on peut dire le chômage est vraiment resté stable, on voit le chômage a descendu en fait. Et par la suite, le texte, il y avait un petit texte lié à ça. Il y avait un petit texte lié à comment, qu'est-ce que représentait cette donnée-là. Nous autres, on a pu recueillir ces données-là et générer d'autres contenus par la suite. C'est-à-dire, on a pu, pendant le débat, pouvoir sortir de nos graphiques et dire voici c'était quoi les vrais chiffres par rapport à ce que les politiciens disaient. On a pu aussi faire une story sur les résultats recueillis par nos utilisateurs. Par exemple, les gens pensaient qu'il y avait plus d'immigrants qu'il fallait, peut-être à cause de certains phénomènes sociaux, on ne sait pas, parce qu'on a juste vu par nos lecteurs que ça venait. Et on a pu décliner aussi en plusieurs petits projets, par exemple 2 articles et une vidéo aussi. Et donc, c'était vraiment super comme projet. On s'est vraiment pensé dès le début d'un projet, comment on peut le recycler, comment on peut générer ce nouveau contenu, et ainsi de suite. Et bon, pour le mot de la fin, je vais vous faire passer là. Voilà, mais juste pour dire en fait qu'avec tout ça, on a énormément appris. Probablement qu'on sera encore meilleur pour les élections fédérales. On a les yeux rivés dessus. C'est sûr qu'au quotidien aussi, on est de plus en plus meilleur. Je pense qu'on a fait des bons coups. On a effectivement beaucoup appris là-dedans.
Et donc, je me permettrai 2 petits éditoriaux là-dessus. On a eu une excellente réception de la part des lecteurs et je me suis un petit peu surpris à trouver que oui, dans l'ensemble, les médias ont fait plus de visualisation de données, mais pas tant que ça. Et je trouve que c'est dommage parce que, notamment, si on regarde ne serait-ce que la fréquentation de tout ce qui s'est fait pendant la campagne électorale, sur les 10 articles les plus lus qu'on a fait, 5 ou 6 étaient issus de visualisation de données. Donc il y a un impact, il y a une soif de la part des lecteurs, ça c'est clair et net. Et la deuxième, je sais que l'équipe de visualisation Montréal a beaucoup essayé très fort, mais moi-même je constate qu'il y a peu de femmes qui codent, et ça vraiment, si je peux me permettre, faites-le le plus possible. Et levez la main, venez nous voir, on est très à l'écoute. Je me permets un petit message personnel parce que l'équipe est dans la salle, mais merci, parce qu'on a fait une campagne exceptionnelle, puis vous êtes vraiment géniaux. Alors voilà, bravo, merci beaucoup. Merci énormément à vous appeler. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à propos de vos. Est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà. Une petite anecdote, c'est que j'ai beaucoup aimé le graphique qui montrait les marges de l'histoire. Et j'ai rapidement fait un screenshot et j'ai mis ça sur Twitter et c'est devenu mon tweet le plus populaire du mois. Donc, donc ça a eu beaucoup de succès, les gens, ça les intéressait et je note en particulier le fait que 5 ou 6 des articles avec des visualisations, parmi les 10 plus populaires avec des visualisations. Une autre chose qu'on n'a pas été capable de retourner chercher des données, mais vous avez vu le graphique du Parti libéral qui était très simple et comme on disait, pas sur un sujet nécessairement au centre de la campagne, était de loin le tweet le plus retweeté dans la semaine avant et la semaine après. Et pourtant, il y avait d'autres tweets, il y avait beaucoup de visuels, il mettait des chiffres dedans, mais le graphique, ça va chercher quelque chose. Une annonce aussi pour vous dire que à la fin, on donne aussi la parole aux participants si jamais vous avez des annonces à faire, si vous avez du recrutement, si vous avez du matériel sur lequel vous voulez attirer l'attention. On ouvre le plancher, vous levez la main et on fait circuler le micro. Donc, comme je vous dis tout de suite, pour que vous puissiez commencer à être nerveux.